La saison 2025 de WNBA est terminée et c'est l'épisode 20 de ce podcast W que vous suivez du coup maintenant depuis 20 épisodes. C'est assez incroyable, je le disais dans l'épisode 19, je pensais vraiment pas faire 20 épisodes sur cette saison 2025. Mais pourquoi on est là aujourd'hui? On est là pour une raison très simple, c'est qu'à la fin de la saison régulière, on a le début des playoffs. On va avoir un petit peu de flottement avec les récompenses, mais on en a déjà parlé dans l'épisode 17, 18 et 19. On ne donnera pas de récompenses du côté de ce podcast sur le MVP, les Rookie of the Year, etc., les All Team. On va se concentrer tout simplement sur une preview des playoffs. On va faire notamment un tour d'horizon des match-ups du premier tour. Il y a 4 confrontations qui vont se jouer sur ce premier tour des playoffs. On va en discuter, c'est tout le sujet de cet épisode 20. On a un invité, on en parle juste après le générique. C'est parti. Épisode 20 de W, bienvenue sur cette chaîne si c'est la première fois que vous nous regardez. On parle WNBA ici, on parle WNBA avec un œil curieux. Pourquoi un œil curieux? Parce que ça fait seulement 1 an et demi, 2 ans que je suis cette ligue. C'est ma première saison régulière complète que j'ai suivie et je me suis totalement régalé. Et on va parler aujourd'hui des playoffs, puisque la saison régulière est finie. Les playoffs vont commencer dans pas très longtemps. Il y a 4 match-ups sur lesquels il faut qu'on revienne. Et pour revenir sur ces match-ups, j'ai invité un vrai camarade de jeu, un vrai camarade d'analyse, quelqu'un qui s'est aussi mis à la WNBA depuis finalement peu de temps, depuis à peu près en même temps que moi, je pense, le milieu de la saison dernière et surtout cette saison-là. C'est Matt Ilmatic. Matt, comment vas-tu? Eh ben, écoute, ça va très bien, Greg. Ravi d'être invité en tout cas. Et comme tu l'as dit, effectivement, ouais, la WNBA, j'ai commencé un peu à suivre l'année dernière, un peu de manière, on va dire, pas très régulière. J'ai regardé un peu des matchs de saison régulière et j'ai surtout regardé en fait les finales WNBA entre Minnesota et New York qui ont été vraiment des superbes finales tactiques. Et cette année, ça a été un peu décousu parce que le problème, c'est qu'il y avait la draft NBA, enfin, il y a pas mal, en fait, Ouais. de sujets NBA à couvrir et Les c'est vrai que ça Sixers aussi? empêche, ouais, c'est ça exactement, vu que il y avait Dunk Hebdo, il y avait, mon podcast avec Amine76, donc beaucoup de choses à couvrir en même temps qui m'ont empêché un peu de suivre comment je voulais la WNBA, mais on va dire que depuis, je suis pas mal depuis 1 mois cette saison et puis là, du coup, pareil pour les playoffs que normalement je vais avoir le temps de pouvoir suivre et regarder. Alors pourquoi Matt en invité? C'est très simple. Matt, il a des notions et des connaissances en analyse tactique, notamment qui dépassent largement les miennes. Et du coup, ça fait, je trouve, un très bon complément. Vous allez de toute manière retrouver assez souvent Matt sur cette chaîne W. Alors, pas tous les épisodes, ni tous les 2 épisodes, mais assez souvent, je pense, pendant ces playoffs et puis dès la saison prochaine avec d'autres invités, je l'espère. J'en place une d'ailleurs pour Gis qui était venu cette saison parrainer la saison de W, la première saison de ce podcast. On va attaquer, Matt, directement dans les match-ups de ces playoffs. Il y en a 4 au total qui résument finalement le classement des 8 premières équipes qui ont été qualifiées. L'épisode 19 de W était à propos des 5 équipes qui n'avaient pas fait le cut des playoffs. Allez le voir peut-être avant de voir celui-ci. Et on va donc parler de 4 confrontations en remontant par celle dont on va discuter à la fin du podcast. On va faire Atlanta Dream, Indiana Fever. Avant ça, on aura fait Las Vegas Aces, Seattle Storm, Phoenix Mercury, New York Liberty ensuite, ou plutôt avant. Et on va commencer par, finalement, la première position et la 8e position du classement du standing de la WNBA, le Minnesota Lynx versus Golden State Valkyries. Bilan rapide de la saison. Qu'est-ce que tu as vu, toi, quand tu as regardé ces équipes? Moi, personnellement, j'ai vu une grosse cylindrée Minnesota Lynx qui avait l'impression de tout contrôler sur le terrain. Et en face, une équipe des Valkyries qui est une franchise d'expansion dont c'est la première année dans la ligue et pour laquelle on ne s'attendait pas du tout à ce niveau sportif et à ce niveau de réussite. Ouais, le Minnesota, j'ai l'impression que c'est un peu la continuité de la saison dernière. Je sais qu'ils étaient la saison dernière quand j'écoutais un peu certains podcasts, notamment Swish Swish, c'était pas une équipe en tout cas qui était attendue à être aussi bonne et il s'est avéré, que ça a été vraiment, une des meilleures équipes de WNBA, qui a un style de jeu que j'aime beaucoup parce qu'en fait, il y a pas vraiment, alors il y a Nafisa Collier, hein, qui sera sûrement la MVP d'ailleurs,
mais c'est pas une joueuse, je trouve, qui vampirise le jeu. On est vraiment sur un partage de ballons et on n'a pas vraiment ce côté héliocentrique, mais plutôt, un jeu collectif bien huilé par, une coach. Je pense que c'est une de mes préférées de la WNBA depuis que je suis parce que, bah, c'est vraiment, on attaque les match-up, c'est ciblé en fait. À chaque fois, c'est vraiment de l'attaque très ciblée. On joue avec la géométrie du terrain. On va volontairement, par exemple, cibler des joueuses petites qui doivent protéger le cercle. On va volontairement les placer à cet endroit-là du terrain pour avoir des tirs, plus faciles. C'est aussi une équipe qui shoot beaucoup à 3 points et que je pense qu'il y a le meilleur spacing de WNBA. Ça me fait un peu penser à «Boston» entre guillemets en termes de qualité de spacing. Parce que, bah, en fait, tu as 5 joueuses qui savent shooter puisque leur pivot défensif, Alana Smith, qui a d'ailleurs est une candidate pour le DPOY, bah, est une très bonne shooteuse à 3 points. Je me souviens d'ailleurs l'année dernière dans la match, elle pas à bien défendre le cercle. Enfin, fallait à chaque fois, elles avaient un choix entre soit on la garde à 3 points, mais du coup, ça va ouvrir des coupes derrière pour des tirs au cercle. Donc cette équipe-là, je trouve, a été encore plus forte, cette saison et du coup, bah, on en parlera pour les autres équipes, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu seuls dans leur monde où c'est eux les ultimes favoris et ils ont pas trop de défauts alors que les autres équipes, je trouve, dès qu'on arrive en fait au deuxième, bah, déjà tu vois certains défauts. Ouais, là, je te rejoins complètement. Il y a vraiment un monde entre la saison régulière des Lynx et la saison régulière, ne serait-ce que de la seconde équipe qui est derrière, que ce soit le Dream ou les Aces, qui ont été, seconds, cette saison. Il y a eu Phoenix aussi. Mais toutes les équipes qu'on peut citer après les Lynx dans le classement, dans les premières et celles qui pourraient être considérées comme contenders, elles ont toutes, à un moment donné dans la saison, éprouvé des doutes que les Lynx n'ont jamais éprouvés. Et je trouve que justement, tu parlais de tactique, mais ce jeu très délié avec du mouvement de la part du personnel et du mouvement de balle, les 2 étant parfaitement, réglés, vraiment comme une horloge suisse, c'est vraiment du top, top niveau et j'ai peu vu d'équipes cette saison dérouler aussi bien sur des sets de, allez, ne serait-ce que 5-10 matchs, tu vois? Et elles l'ont fait quasiment sur l'intégralité de la saison, même d'ailleurs quand Nafissa Collier a été absente et clairement tu parlais de la coach, mais Cheryl Reeve donc qui est la coach de Minnesota, elle fait un boulot monstrueux parce qu'elle ne se contente jamais de ce qui s'est passé au match précédent et elle va toujours chercher les ajustements. Et c'est pour moi ce qui va expliquer pourquoi, je pense qu'on a tous les 2 de toute manière, hein, les Lynx, favorites au titre. Alors on en parlera, je pense, dans d'autres podcasts, sur ce qui les attend au second et ensuite peut-être en finale, au second tour et ensuite peut-être en finale. Mais c'est pour moi la raison première des de du de disons du statut de contender des Lynx, c'est la qualité de leur coach Cheryl Reeve et sa façon vraiment d'aller chercher le moindre détail et de régler la moindre équation qui pourrait poser problème à son équipe. Et là-dessus, vraiment, elles ont fait une saison absolument exemplaire. De l'autre côté de la match-up, on a Golden State Valkyries. Et les Valkyries, elles ont elles aussi une coach qui a vraiment fait un boulot formidable cette saison, notamment dans l'optimisation des joueuses qu'elle avait à disposition. C'est Nathalie Nakassé, qui pour moi est candidate au Coach of the Year, clairement, hein, parce que c'est pas du tout le même matériel du coup qu'aux Lynx, mais elle a quand même fait une saison qui leur a permis d'aller chercher la 8e place et donc ce premier tour de play-off face aux favorites. Hem, c'est une équipe qui est construite très différemment, qui a pas du tout les mêmes préceptes de jeu, même si on retrouve du mouvement et disons un personnel qui permet d'avoir des adaptations tactiques un peu à la façon, des Lynx, mais c'est pas tout à fait le même style. Par contre, ce qu'on pourrait dire, c'est que comme les Lynx, elles ont une défense de fer et finalement le point commun de ces 2 équipes, c'est la défense et les aptitudes défensives à la fois dans le personnel et dans l'organisation tactique. Moi, je voudrais savoir ce que tu as pensé de la saison, de Golden State et comment tu vois, les oppositions de style et notamment, particulièrement sur la défense, quoi? Bah, oui, je pense qu'avant tout, c'est la défense, hein, qui fait l'identité de cette équipe. C'est, en fait, je trouve elles ont une défense très, «NBA» entre guillemets parce que, en fait, c'est beaucoup de stun, donc c'est beaucoup de on va resserrer la raquette, c'est beaucoup de choses comme ça. On va en fait, priorité à la raquette et à la peinture, quitte à laisser des 3 points ouverts. En fait, c'est très méthodique dans le sens où, bah, moi, je me souviens d'un de leurs derniers matchs contre, New York où en fait, elles hésitent pas à laisser, Natasha Cloud et Breanna Stewart ouverts à 3 points.
parce que c'est pas des bonnes shooteuses et le but, c'est tout simplement, bah, on va protéger la raquette, donc on surcharge le terrain pour éviter tous ces tirs au cercle et ces tirs rentables et en fait, c'est un peu l'identité de cette équipe et en fait, c'est ce qu'on a énormément vu dans les playoffs NBA. Des équipes comme OKC, c'est un peu comme ça qu'ils gagnent, le titre grâce à une défense de ce style-là. Les Warriors ont fait énormément ça, sous Steve Kerr depuis très longtemps. Les Clippers et cetera. Enfin voilà, je pourrais en citer plein, hein, d'équipes NBA. Ça devient vraiment la NBA, on va dire, on est vraiment dans ce truc-là à la mode d'avoir des schémas tactiques de ce type-là et ce qui est pas étonnant, c'est qu'en fait Nathalie Nakassé, elle vient du coaching staff des Clippers. Donc c'est pas du tout étonnant en fait qu'on voit ces schémas de jeu et on va dire que en termes défensifs, je pense que, leurs schémas vont hyper bien se transposer en play-off. Déjà, bah, on le voit dans les stats, hein, en termes de fréquence au cercle, elles autorisent la plus basse fréquence au cercle c'est 18 sur PBP stats, play by play, stats. La deuxième, c'est 22 donc il y a un écart de 4 et le 2 et le 3, il y a qu'un écart de 2 donc on voit qu'il y a quand même un sacré gap. Tu Ouais, vois que ouais. c'est vraiment c'est clairement ce qui est recherché par le coaching staff. Après, en fait, le problème, il y a elle je crois que c'est que depuis cette nuit, hein, elle devait jouer, Las Vegas, il me semble, depuis un moment Ouais. et elles ont glissé 8e, cette nuit. Franchement, ça aurait été contre Las Vegas, je me suis dit: «Attaque de Las Vegas contre cette défense-là», je pense que Vegas aurait pu se casser un peu les dents. Là, le problème, c'est Mmh. que la match-up, pour moi, elle est trop forte en face. Il y a trop de réponses parce que le problème, comme on a dit, d'abandonner des shooteuses, mais le problème avec les Lynx là, je vois pas qui tu vas pouvoir abandonner, ça va être très compliqué. Surtout que Ouais, c'est ça. surtout qu'elles Tout le monde shoot. bah, ouais, c'est ça et puis en fait, elles ont énormément de sets, de systèmes en sortie d'écran pour Kayla McBride, un peu comme les Warriors où tu vois beaucoup de systèmes en sortie d'écran et le problème, c'est que cette joueuse-là, tu ne peux pas la laisser toute seule. Donc généralement, ce qui Ouais. se passe, c'est que les équipes vont edge, donc elles vont monter à 2 momentanément, sur elle et en fait, bah, ça ouvre tout le jeu des Lynx. Ça me fait un peu penser, aux Warriors, hein. C'est un peu le même style où en fait, bah, tu as une sortie d'écran pour Stephen Curry ou Klay Thompson, ça, attire une prise à 2, ça ressort à un autre joueur qui va faire l'extra passe et puis après, bah, voilà, ça en fait, ça ouvre tout le jeu collectif et c'est un peu ça qui me fait peur, pour Golden Ouais, State parce qu'en parce fait, tout le que monde peut exploiter le exactement, décalage. exactement, c'est là où c'est dangereux et leur défense, j'ai peur qu'elle ait pas trop d'effet, en fait, face à Minnesota. Ouais, je pense aussi que structurellement, la limite de la défense des Valkyries, c'est que une fois que tu as protégé le cercle, ça veut pas forcément dire que tu es capable de gérer les décalages. Et du coup, il y a forcément sur, ne serait-ce que des zoom action ou des trucs comme ça, tu vas te manger des décalages qui vont être, très, très bien gérés par l'attaque des Lynx, parce que l'attaque des Lynx est très fluide et elles vont pas avoir je crois pas que les Lynx vont avoir besoin de s'ajuster ou d'inventer des choses Ouais, pour s'imposer face aux Valkyries. En fait, c'est là que je voulais en venir. C'est que, pour moi, elles ont déjà tous les outils pour s'opposer à la défense des Valkyries et je vois pas les Valkyries, leur faire face, défensivement et le problème, c'est que les Valkyries en attaque ne pourront pas faire face à la défense des Lynx parce que la défense des Lynx est aussi une défense élite. On a ouais. 2 candidats Depoy en Afissa Collier et en Alana Smith et clairement, bon, Alana, elle est largement au-dessus de beaucoup de gens cette saison et je pense que cette défense de la raquette ne va pas faciliter le travail, notamment de Temi Fakbenlé, qui est une métronome, sur la zone du flotteur et cetera et au tir de manière générale et du coup, qui va pouvoir faire la différence? Veronica Burton, c'est peut-être un peu petit, c'est bien sur les drives, mais c'est peut-être un peu petit. Le playmaking, il est en progression, mais il est peut-être pas assez confirmé pour pouvoir faire face à la défense très, très bien organisée des Lynx et puis après, ben, tu tombes vite dans des shooteuses de spot-up ou des joueuses qui ont besoin d'être en spot-up pour, convertir soit sur du drive, soit sur du catch and shoot et en fait, ben, tu te retrouves avec une attaque qui est rapidement morte quoi, rapidement, inerte, qui n'a pas de solution, quoi. Bah, c'est ça, c'est vrai que j'ai parlé que du côté, offensif, on n'a pas parlé du côté défensif de Minnesota, mais bah, ça va être ultra problématique aussi parce que, bah, Minnesota déjà c'est la meilleure défense de WNBA. Donc déjà rien que ça pose un peu le truc et puis eux, c'est un peu la même «identité» entre guillemets, c'est, bah, on resserre, on rétrécit le terrain.
En plus, ce qu'il faut savoir, c'est une défense sans pivot, vraiment, Alana Smith, on peut pas vraiment la catégoriser de pivot traditionnel, de drop et cetera. On est plus sur, Elles ont 2 postes 4 ouais, c'est ça, on est plus qui sur jouent dans la des raquette, ailières, quoi, mais elles sont grandes, voilà, quoi. exactement. Mais leur identité, c'est pareil, c'est vraiment on rétrécit le terrain un peu comme OKC, on resserre la peinture, quitte à abandonner des shooteuses. Et là, pour le coup, je pense qu'elles vont pouvoir le faire face à Golden State. Et en plus, Golden State, je trouve pas qu'elles aient, il leur manque un peu cette joueuse, go to woman, j'ai envie de dire. Il leur manque un peu ça, quoi. Veronica Burton, elle fait une super saison, mais c'est vrai que par moments, tu sens que ça pêche un peu en attaque. J'aime bien aussi ce que met en place la coach de Golden State, hein. Tu sens que c'est vraiment aussi, on va attaquer tel match-up, tout ça, mais Ouais. le problème, c'est que tu vas attaquer qui à Minnesota? Parce qu'il y a pas vraiment de cible défensive. Et en plus, Non. bon, face à Cheryl Reeve, je pense que par exemple, tu vas faire un pick and roll avec un corner vide pour éviter des aides. Bon, elle va pas mettre longtemps à s'ajuster. Elle va dire: «Bon, Ouais. je sais pas, Alana Smith, bah non, en fait, cette shooteuse, tu la respectes pas du tout. Dès qu'elle commence son pick and roll, je veux que tu sois, dans la raquette immédiatement à aider». Et même en saison régulière, je les ai déjà vus faire ça, face à d'autres match-up. Donc, rien que de ce côté-là du terrain, je pense que ça va être compliqué, ouais. Il y a peut-être le retour de Tiffany Hayes, qui est une des meilleures scoreuses des Valkyries. Kayla Thornton ne sera pas de retour pour cette série et de toute manière, pour la saison, elle est out jusqu'à la saison prochaine. On est d'accord que c'est quand même plutôt une match-up à sens unique avec une grosse favorite qui est, la cylindrée que sont les Lynx. Ton pronostic, c'est le même que moi, c'est 2-0, Minnesota? Ouais, faudrait qu'il y ait une énorme surprise, genre une surchauffe de Golden State pour qui arrache un match, une surchauffe à 3 points, surtout que c'est une équipe qui en prend énormément. Il y a que ça Ouais. vraiment qui ferait qu'elles arrachent un match. Mais oui, normalement, pour moi, c'est Minnesota assez largement. À peu près pareil, ouais. Franchement, je j'imagine pas les Valkyries prendre un match à cette équipe de Minnesota et je pense que Minnesota ne va pas vouloir lâcher un match non plus. Je pense qu'elles vont vraiment vouloir, se lancer à fond vers le second tour et la finale pour éviter de perdre des matchs bêtement et c'est pas une équipe qui fait beaucoup d'erreurs, quoi. C'est vraiment pas Ouais. une équipe qui laisse les détails au hasard ou qui a des problèmes de concentration. Tu as personne dans cet effectif qui a des problèmes de concentration, j'ai l'impression. Tu as vraiment une équipe qui est concentrée dans la quête du titre, qui a dû mal vivre la défaite en finale la saison dernière contre le Liberty et qui là roule sur tout le monde. Donc, je pense qu'elles vont commencer, ces playoffs effectivement en roulant sur les Valkyries. Par contre, saison ultra réussie pour les Valkyries, même si tu prends 2-0 contre Minnesota, on est d'accord? Ouais, complètement. Bah, je pense qu'elles me doivent être même déçues de prendre cette match-up-là, dès le premier tour, sachant que c'est arrivé finalement que cette nuit. Avant ça, elles étaient toujours, au-dessus de la septième place ou à la septième place. Elles ont vraiment glissé cette nuit et c'est vrai que tu te dis: Ouais, je «C'est crois un peu qu'elles ont glissé dommage». en plus en perdant contre Minnesota, hein. Ouais, c'est ça, exactement, puis en plus, elles ont perdu de 1 point contre Seattle où il y a eu Ouais. le game winner d'Eric Wheeler là. Je pense que c'est un peu ce match-là, hein, qui te coûte parce que comme je dis, je pense que ça aurait été face à toute autre équipe qui ont Atlanta, Vegas, qui ont quand même, je trouve, on en parlera après, mais qui ont vraiment des défauts sur lesquels tu peux jouer. Là, Minnesota, font n'importe quel match-up, c'est ultra compliqué Ouais, parce que, bah, il y a ouais, pas c'est beaucoup de compliqué, défauts ouais. dans cette équipe. C'est compliqué. On s'envole du côté de Phoenix. Le Mercury va affronter le Liberty de New York, les champions en titre. Et là, pour le coup, on a des dynamiques très différentes pendant la saison. Moi, j'avais beaucoup, beaucoup aimé le début de saison du Mercury avec, des organisations tactiques qui me plaisaient beaucoup. Donc on avait une dépositaire du jeu en Alyssa Thomas qui jouait au poste 4, Satou Sabali au poste 5. Donc avec ce côté, je suis capable de stretch, j'ai du pull-up et cetera, même si, il y avait un petit peu de déchets et puis après autour, on avait, 3, joueuses capables de shooter et de défendre et notamment avec Monique Akwa-Makani et d'autres, sur les postes arrière et sur le poste 3 et puis Dewana Bonner est arrivé dans cette équipe, ce qui a changé un peu la formule de Nate Tibbetts, le coach qui, à l'époque, était, candidat coach of the year et cet ajout a posé des problèmes à Phoenix et on a vu cette équipe du Mercury se chercher davantage sur la deuxième partie de saison. En face, on a l'équipe de Brandello, Sandy Brandello, la coach du Liberty et là,
il y a vraiment eu des interrogations très fortes après les 5-10 premiers matchs de la saison où elles avaient un calendrier très favorable et où elles ont caracolé en tête de la ligue avec, les Lynx. Et puis l'adversité est arrivée dans le calendrier et on s'est très vite rendu compte que c'est une équipe qui avait beaucoup de doutes, vraiment beaucoup de doutes et qui avait du mal à optimiser, ses joueuses. Comment tu as vécu la saison du Liberty? Est-ce que tu as saisi aussi ces problèmes d'optimisation dans le jeu? Moi, je pense notamment et particulièrement à l'optimisation de Jonquel Jones, que j'ai trouvé catastrophique toute la saison. Je voudrais bien savoir ce que tu as pensé de la saison du Liberty, ouais. Bah, j'ai trouvé que c'était assez irrégulier, dans les matchs que j'ai vus. Tu sens quand même qu'il y a une capacité de il peut y avoir un bon spacing par moment, où il y a un espèce de five out parce que justement Jonquel Jones est une pivot qui shoot à 3 points, donc c'est quand même ça, c'est toujours une arme qui est ultra importante puisque, généralement on place la protectrice de cercle adverse sur elle, donc ce qui fait que si tu es obligé de la garder à 3 points, tu peux la placer soit à 45. En gros, tu es pas obligé de la placer dans les corners, donc ça étire forcément la défense adverse et ça place la pivot adverse loin du cercle, donc et puis du coup, mécaniquement, tu as des lignes de drive qui s'ouvrent comme ça. Le problème, c'est que, bah, il y a Natasha Cloud qui a beaucoup joué parce que, bah, c'est une meneuse qui est forte en défense. Déjà, puis qu'il y a quand même du playmaking. Le problème, c'est qu'elle a pas un shoot fiable à 3 points, ce qui est problématique. On en parlait contre, Golden State qui a un peu, joué là-dessus. Mais il y a quand même des matchs où tu sens quand même qu'il y a des bonnes shooteuses. Il y avait contre Vegas justement où, bah, elles avaient profité de ça un peu de leur bon spacing, où elles arrivaient à un peu attaquer des mismatchs parce que avec Jonquel Jones, tu peux quand même te créer des mismatchs. Elles ont quand même pas mal de joueuses comme ça. Il y a Ionescu quand même aussi qui est une joueuse qui peut attaquer les mismatchs et moi j'aime beaucoup aussi son playmaking. Donc elles ont quand même des ingrédients pour être une très forte équipe. Le problème, je Ah mais trouve, la c'est que mayonnaise a pas pris, quoi. bah, le La problème, c'est que mayonnaise c'est a pas pris c'est cette saison, ultra en tout cas pas irrégulier. comme, C'est ouais, c'est soit des fois le spacing était pas assez bon, ou on n'appuyait pas sur les bonnes choses, ou des fois on avait un peu des bribes où on sentait que, bah, tiens, des fois quand tu sens que ça appuie sur la bonne match-up, qu'on arrive à attaquer les bonnes joueuses en face, bah, on arrive à se créer des tirs faciles. Le problème, c'est que, ouais, j'ai trouvé que c'était ultra irrégulier. Il y a eu aussi des joueuses blessées, hein, j'ai l'impression aussi qu'elles ont pas eu vraiment on n'a jamais vraiment vu les bonnes joueuses tout en même temps jouer ensemble et je trouve que ça a été un peu problématique. ouais, il y a eu des problèmes de rotation aussi. J'ai trouvé dans l'organisation des rotations de Sandy Brandello, beaucoup de brouillons, un aspect un peu flou, pas très maîtrisé. J'ai trouvé notamment la gestion de Marine Johannes un peu frustrante Mmh. parce que c'est quand même une playmaker qui est capable de t'apporter alors on la résume souvent à un grain de folie et cetera, mais c'est surtout une créatrice qui est vraiment capable de totalement mettre du chaos dans une équipe, dans une défense et malheureusement, on n'a pas trop joué à ça du côté du Liberty cette saison. J'ai trouvé ça un peu dommage personnellement et puis là, avec les minutes qu'elle a jouées sur la fin de saison, on peut s'imaginer un scénario assez pessimiste où finalement elle est peu utilisée en playoff, ce qui est quand même très dommage. Parce que justement, au relais de Natasha Cloud, quand tu as moins besoin de défense et que tu as vraiment besoin de créer du chaos, tu mets Ionescu, et Johannes à côté dans le backcourt, ça peut vraiment, vraiment faire très, très mal, quoi. Il y a eu un problème aussi d'adresse du côté de Sabrina Ionescu qui ne s'est pas tout à fait trouvée cette saison, Ouais. dans toutes les zones de tir habituellement où elle est absolument excellente. C'est une de ses forces, hein. C'est une excellente shooteuse. C'est aussi une très bonne playmakeuse, mais en fait, en début de saison, il y avait une très bonne idée qui était notamment de jouer avec Brianna Stewart et de lancer avec des écrans de petites, notamment de Ionescu, très haut sur le terrain, où on lançait Brianna Stewart, 1 mètre ou 2 mètres derrière la ligne à 3 points et on profitait de sa qualité de drive. Et puis, tu avais Jonquel Jones qui était juste du coup positionné à 45°, tu l'as dit tout à l'heure, pour laisser, Brianna Stewart profiter de ses lignes de drive et même Natasha Cloud qui est plutôt une driveuse, relativement fiable et finalement, en fait, on a perdu un peu ces systèmes, non seulement avec la blessure de Brianna Stewart, mais aussi avec, peut-être des retours avec la frustration de certaines défaites, des retours d'archétypes de jeu un peu datés dans cette organisation et moi, j'ai eu l'impression que c'était une équipe qui n'arrivait pas à faire des ajustements, quoi. J'avais vraiment l'impression que Brandello n'arrivait pas à faire des ajustements et à trouver comment optimiser son équipe. Et en fait, ça, c'est un point que je peux aussi mettre, sur le dos de Phoenix sur la deuxième partie de saison. C'est-à-dire que une fois que Dewana Bonner a été là, j'ai l'impression que c'est une équipe qui n'a pas trouvé sa formule et j'ai l'impression que cette équipe du Mercury fonctionne quasi uniquement
quand elle a ces 3 joueuses sur le backcourt, et sur le poste 3, du coup, sur les postes 1, 2, 3, qui sont capables de shooter, ce qui permet à Alyssa Thomas vraiment d'être au milieu d'un terrain dans lequel il y a un spacing totalement maximisé. Et là, aujourd'hui, on a Mac, qui est donc une pivot plutôt défensive, sans shoot, qui fait un magnifique boulot au rebond et à la défense du cercle. Mais alors, par contre, en attaque, tu t'attaques à 4, quoi. Donc, ça rend les choses un peu compliquées du côté du Mercury, quoi. Bah, ouais, et puis j'ai l'impression que c'est un peu comme New York pour des raisons différentes, c'est pas du tout les mêmes systèmes de jeu, mais vu que tu as Alyssa Thomas qui est un peu c'est la pierre angulaire Ouais. du système, hein, c'est elle le système pour le coup, clairement, Ouais. c'est le coach, Nate Tibbetts l'a mis au cœur du jeu. Elle fait des drives, elle fait du playmaking, on met, 4 shooteuses autour idéalement et puis, ben, en fait, c'est les équipes, bah, craignent le drive donc ça attire, les aides et ça ressort à 3 points. Vu qu'on a, théoriquement, en tout cas en début de saison, il y avait des bonnes shooteuses. Effectivement, je me souviens quand j'ai regardé le début de saison, c'était beaucoup de pick and roll inversé ou c'était aussi beaucoup de comme au OKC en fait, où on se met en flat en fait pour expliquer, c'est on a 3 joueurs, on en a 2 dans le corner, un dans le dunker spot. En fait, le but, c'est de laisser les ailes complètement vides et on fait venir une petite qui fait une course croisée, qui pose pas un écran en fait, qui glisse son écran. En fait, ça perturbe la défense parce que, quand tu fais un écran glissé, si tu es censé switcher, bah, en fait, tu sais plus quoi faire. Ça C'est momentanément, ça. tu as soit le si c'est une bonne shooteuse, les 2 joueuses vont aller sur la shooteuse et Alyssa Thomas peut aller au cercle. Du coup, c'est fini. Soit c'est l'inverse, ça va faire une prise à 2 sur Alyssa Thomas, qui va pouvoir retrouver la shooteuse et marquer, son tir à 3 points ou en tout cas, créer un tir de bonne qualité qui sera un tir ouvert. Mais le problème, c'est que ce système-là t'oblige à avoir un bon spacing, surtout qu'Alyssa Thomas, c'était pas une shooteuse. Donc c'est pour ça que tu es obligé de lui donner la balle au maximum, puisque si tu la donnes à une autre joueuse, bah, elle fera partie de ton spacing, ce qui est pas bon, du coup, forcément. Mais oui, comme tu as dit, l'arrivée de Dewana Bonheur, j'ai vu que ça avait fait beaucoup parler parce que c'est pas Ouais. une shooteuse respectée et c'est vrai que, bah, quand tu as pas une shooteuse respectée, c'est ce qu'on voit, énormément en NBA. C'est en fait, bah, surtout là en play-off. Si tu le vois en saison régulière, ça va être encore pire en play-off quand tu connais un peu les points forts et les points faibles, des équipes adverses et bah, ça va venir surcharger la raquette et du coup, bah, ton système de jeu va un peu s'effondrer et en plus je trouve que le Mercury est, extrêmement dépendant d'Alyssa Thomas. Moi, les matchs que j'ai vus, il y en avait un notamment contre les Sparks dernièrement, qui est qui sont très fortes en attaque, mais qui en défense ne sont pas très bonnes. Mais quand Alyssa Thomas n'était plus sur le terrain, bah, en fait, il se passe pas grand-chose parce que Ouais. tu plus ta créatrice de décalage et en fait, il y a personne vraiment, qui arrive à prendre le relais et je suis allé voir un peu pour voir les stats si ça reflétait ça et effectivement, alors faut se méfier, hein, c'est un échantillon sur une saison, mais tu vois, quand Alyssa Thomas est sur le terrain, le net rating du Mercury, il est à 7,6. Quand elle est plus sur le terrain, ça descend à -6 Ouais. et même quand tu regardes juste l'offensive rating, il est à 108,6, donc ce qui est très bon, hein. Quand elle est là, quand, elle ne joue plus, enfin quand elle est plus sur le terrain, ça descend à 96. Donc Ouais. vraiment, on sent qu'il y a une ultra dépendance à cette joueuse-là. Alors en play-off, on peut se dire c'est pas très grave puisque comme en NBA, j'imagine, elle va jouer, allez, il y a peut-être 10 minutes où elle va pas jouer. Par contre, c'est vrai que ces 10 minutes-là, ça me fait un peu penser à Denver où quand Jokic sortait, Oui, bah, c'est tu plus ça, ton créateur de absolument, ouais. décalage, du coup, il se passe plus grand-chose. Je pense que ça va être clé aussi les minutes où elle va pas jouer, quoi. Ben, le truc, c'est que tu as Satou Sabali qui est une créatrice pour elle-même, qui est relativement forte parce qu'en fait, elle a, une confiance en son shoot qui est plutôt très bonne. Elle a du pull-up, elle a du spot-up, elle a la capacité de finir au cercle, en post-up et cetera et cetera. Donc elle a, disons, un bagage offensif qui est intéressant. Le problème, c'est qu'elle est pas toujours très fiable d'un match à l'autre. Donc si tu as Satou Sabali qui répond pas à l'appel à l'instant T, tu peux vraiment prendre des carafes quand Alyssa Thomas n'est pas sur le terrain. Tu peux, si tu as un écart de 10-15 points, tu peux te faire remonter en 1-2 minutes, quoi. Et ça, c'est difficile pour le Mercury parce que ils avaient créé une très bonne alchimie, mais le statut de Dewana Bonheur les empêche de jouir de ce jeu collectif, comme c'est le cas pour les autres équipes qui sont élites dans la ligue, et qui sont dans les premières places du classement. Et c'est vrai que cette dépendance à Alyssa Thomas s'est accentuée pour moi avec l'arrivée de Dewana Bonheur parce que bah, comme tu enlèves du shooting,
ben, tu es obligé d'avoir quelqu'un qui vraiment crée pour les autres. Sauf qu'en fait, elles n'ont pas de créatrice en relais. Elles n'ont même pas de playmaker secondaire. Un petit peu Monica Kouamakani, mais c'est quand même pas au niveau d'une créatrice secondaire comme, ben, on en a parlé pour les Sparks dans un épisode précédent, mais Julie Allemand à côté de Kelsey Mmh. Plum, et cetera, et cetera. Tu pas ça du côté du Mercury, donc tu vas souffrir, quoi. Tu vas souffrir dans ces playoffs. La question, c'est est-ce que tu vas souffrir face aux Liberty dans le premier tour, quoi? Comment tu vois la match-up, toi? Bah, ouais, ça de toute façon, ça va être serré puisque, on c'est un 4 contre un 5, donc c'est pas non plus, étonnant. Après le problème que je suis en train de me dire, c'est Jonquel Jones, comment ils vont gérer cette match-up-là? J'ai l'impression que ça peut être une clé dans le sens où, tu l'as dit, il y a Natasha Mack qui pourrait, être placée sur elle, par exemple, pour pouvoir un peu tenir la match-up. Le problème, c'est que ça va un peu dégrader ton spacing, côté Phoenix. Donc j'ai l'impression que ça va être un peu la clé parce que si tu ne la mets pas alors Alyssa Thomas qui est une très bonne défenseur, hein, Ah oui. mais le problème, c'est que j'ai l'impression que si New York s'appuie sur, en fait, moi, si j'étais coach de New York, je me dirais: «Bah, ils vont mettre, par Alyssa Thomas si Natasha Mack n'est pas sur le terrain, ils vont mettre Alyssa Thomas en match-up direct sur Jonquel Jones». Bah, moi, je dis: «Faut attaquer cette match-up-là en post-up ou» parce que Jonquel Jones est quand même beaucoup plus grande, beaucoup plus épaisse. Donc je me dis si tu attaques un peu ce truc-là, ça peut être tu peux obliger en tout cas le coach adverse à une décision parce que Ouais, un doublé, et soit cetera, ouais, ouais. voilà, soit ça fait mal à ta défense et du coup ça oblige, le coach adverse à mettre Natasha Mack, sauf que du coup s'il la met, le jeu un peu des vases communicants, bah, ça va dégrader l'attaque de Phoenix. Donc il va se retrouver un peu dans un dilemme. Moi, ce dilemme, j'aimerais bien qu'il soit que Dewana Bonheur soit en mission, par exemple, parce que c'est une joueuse qui est très grande et qui a des aptitudes défensives intéressantes, et je me demande si, tu vois, justement, parce elle peut poser des problèmes en post-up de l'autre côté, en attaque, est-ce qu'elle peut pas défendre le post-up de Jonquel Jones tout en ayant la capacité de ressortir à 45 degrés quand Jonquel est positionné, tu vois, sur la ligne des 3 points pour le spacing? Et mon problème, c'est plutôt la gestion de Sabrina Ionescu, parce que j'ai l'impression que si si tu mets Dewana Bonheur ou Natasha Mack sur le terrain, à un moment donné, le décalage, il va se créer sur Sabrina Ionescu, et je pense que parce que si tu regardes, c'est une guerre de front courte, c'est vraiment la guerre à l'intérieur. Dans les 2 équipes, tu as un talent phénoménal à l'intérieur. Tu as Breanna Stewart, Jonquel Jones, et de l'autre côté, tu as Satou Sabali, Alyssa Thomas. Tu rajoutes les role players avec notamment Mac, côté Mercury et tout, et en fait, tu te retrouves du coup, à comparer les backcourts parce que tu as tellement du talent sur le front court, tu te dis: «Bon, la guerre, elle va pas se gagner là, quoi». Et en fait, si tu regardes sur le bas-court, c'est carrément une match-up pour Sabrina Ionescu, tu vois? C'est elle qui doit tirer parti de cette match-up. C'est elle qui doit tirer parti de la guerre intérieure qu'il va y avoir entre le Mercury et le Liberty. Et en face d'elle, il y aura pour beaucoup des rookies. Et certes, Monica Kouamakani a fait vraiment des progrès cette saison en défense, en tout cas dans sa compréhension de ce qu'on attendait d'elle en défense entre le début de la saison et disons la deuxième moitié de saison. C'est vraiment incroyable les progrès qu'elle a fait. Mais je me demande, est-ce que quelqu'un va pouvoir tenir Sabrina Ionescu, et est-ce que Brondello a pas un coup à jouer là-dessus, quoi? Oui, oui, c'est possible, c'est possible. Après, elle peut aussi se faire cibler, de l'autre côté, De l'autre côté, ouais. surtout avec le jeu des pick and roll inversés. Je vois très bien le truc de, bah, ils vont mettre, la petite qui est sur Sabrina Ionescu, Ouais, ils vont lui faire poser un écran et là, pour c'est Alyssa pareil aussi, Thomas tu vas et on va voir voilà, tu Ionescu vas te ret défendre les drives d'Alyssa Thomas. bah, le problème, c'est que souvent, il va y avoir ça va être un edge, ils vont pas pouvoir la faire switcher, sinon tu meurs si tu fais Ouais, ça, ouais, donc ça va être du edge and recover, donc c'est tu montes très haut pour empêcher le drive, puis tu reprends ta joueuse, sauf que quand tu fais ça, tu as momentanément un trou. un 4 contre 3 derrière à gérer, et si c'est une shooteuse en plus, bah, tu vas offrir un shoot à 3 points, ou en tout cas tu vas créer un décalage, donc c'est sûr que là-dessus, ça va se jouer là, surtout que pour moi, Ionescu, bon, tu peux pas t'en passer, c'est impossible. C'est ta créatrice de jeu, donc c'est pour ça que ça aussi, ça va être un dilemme, et il y a aussi le côté où, bah, ils vont mettre, je pense, le Liberty va mettre côté donc attaque Phoenix et défense New York, ils vont mettre sûrement, Jonquel Jones Oui. sur, Alyssa Thomas,
Ce qui va aussi créer le fait de vu que Alyssa Thomas va porter la balle, bah, forcément la protectrice de cercle va être loin du cercle. Donc après là, par contre, l'avantage je trouve que New York a, c'est qu'ils peuvent inverser les match-up et ils peuvent mettre, Breanna Stewart Stewart sur Alyssa Thomas, ouais. sur Alyssa Thomas, comme ça tu mets ta Jonquel à la protectrice de pression, cercle, ouais. Jonquel Jones, sur une autre. Voilà, je pense que ça, c'est un move déjà que tu peux faire. D'autant plus que, tu peux abandonner si c'est Mac qui garde le poste de titulaire, au poste 5, du côté du Mercury, tu peux l'abandonner, quoi. Tu peux l'abandonner et tu peux avoir Oui, Jonquel Jones, tout à fait. soit en Ouais, roamer un peu plus haut, soit exactement. en drop total, sous le cercle, en protection maximale du cercle et là, du coup, bah, tu annihiles, alors pas totalement parce que vraiment elle est extrêmement forte et en réussite Alyssa Thomas sur les drives, mais tu donnes de la peine quand même à cette attaque du Mercury de miser sur le drive en ayant Joquel Jones totalement, en défense sur drop ou en roaming, pour couvrir un peu plus d'espace, quoi. Ouais, c'est ça. En tout cas, on voit qu'en termes de match-up, il y aura des cibles à attaquer et il y aura des vrais choix de coach à faire selon ce qui va se passer, selon qui va être placé sur qui. Après, le truc, c'est que 2 matchs, hein. Enfin, c'est le premier qui Il y a gagne 2 2 matchs à matchs qui gagner, ouais. remporte la Ouais, série. c'est ça, Donc, ouais. en fait, les ajustements, faut pas traîner ou alors faut vite s'ajuster si vraiment l'équipe est en mauvaise posture et là, j'ai plus l'impression quand même que c'est côté Phoenix qu'il va y avoir un avantage, surtout que je crois qu'il a coaché en NBA, hein, Nate Tibbetts, il me semble. Oui, c'est possible. Ouais, ouais, c'est tout à fait possible et surtout, il a vraiment fait une saison incroyable, du côté du Mercury, au moins sur la première moitié jusqu'à l'arrivée de d'Ewana Bonner. Les systèmes étaient excellents, les ajustements étaient excellents et cetera et je suis un peu comme toi, j'aurais tendance, vu la piètre saison si je peux me permettre cette expression, que, Sandy Brandello a délivré du côté du banc du Liberty, j'aurais une préférence sur, enfin, si j'avais un pari à prendre, je le prendrais plutôt sur les ajustements de Tibbetts que sur ceux de Brandello. Donc moi, personnellement, mon prono, il va plutôt en faveur du Mercury, là, sur cette série. Par contre, je vois quand même pas le Liberty prendre 2-0, un 2-0 sec. Je pense que ça va plutôt se jouer sur du 2-1. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est mon prono, quoi. Mais c'est pas facile, Bah, hein. c'est dur à dire en fait, C'est pas c'est facile, hein. niveau coaching, je suis d'accord avec toi. Après, je sais pas, le Liberty, je trouve, a tellement de talent dans cette équipe que ça m'empêche quand même de les voir se faire battre, je sais pas. Parce que t'as quand même, bah, il y a de la profondeur, hein, quand même, je Ouais. trouve, En dans fait, dans cet c'est tout le effectif. problème entre la théorie et la réalité, c'est que, tu as une équipe théorique du Liberty qui est monstrueuse, mais la C'est ça, réalité de ouais. la saison régulière, moi, elle m'empêche de vraiment y croire. J'ai du mal à croire que face à des joueuses aussi expérimentées que ce qu'il y a du côté du Mercury et notamment Alyssa Thomas, qui est vraiment une joueuse, d'extrêmement bon niveau et que j'avais personnellement candidate MVP pendant très longtemps cette saison, et ben, j'ai du mal à voir ce talent tout d'un coup trouver la solution, quoi. En 2 matchs, Ouais, quoi. surtout que je vois ouais, c'est ça, c'est Phoenix qui a l'avantage du terrain en Ouais, plus. tu vois, C'est vrai que ça va compter ça fait beaucoup, forcément, ouais. quoi. Ouais. Je sais pas. Ouais, bah, petit avantage Phoenix peut-être dans tout ce qu'on a dit, mais ouais, ça va dépendre des ajustements, des match-up, comment ça va se dérouler et puis aussi il y a forcément une part de chance, hein. Il suffit Ouais. qu'il y ait une équipe surtout là, on parle de 2 matchs Ouais, ouais. potentiels, ça Oui, ça peut se terminer en tu 2 eu matchs. ouais. Il suffit que tu sois en surchauffe à 3 points et Oui ou tu vois, l'inverse, hein. Ionescu qui est en surchauffe à 3 points et ça peut te clore la série rapidement. Ouais, un Sabrina Game à à 27 points, à je sais pas combien sur je sais pas combien à 3 points, oui. C'est tout à fait faisable et l'inverse est également possible. C'est-à-dire que les arrières qui Tout ont à très fait. bien shooté, toute la saison du côté du Mercury peuvent tomber sur un match glaçon où elle rentre rien, quoi. C'est tout à fait possible. Mais clairement, moi, je mets en pronostic, le Mercury qui gagne, 2-0 ou 2-1, mais si c'est le Liberty qui gagne, je vais pas non plus être ultra étonné, quoi. Tu vois? L'indice de Non, confiance, il pas est du pas tout. très haut sur cette série. Ouais, je vais pencher sur le Mercury pour l'avantage du terrain et le côté du coach qui me Ouais. semble quand même, meilleur que Brandello. On va passer à la série suivante, la troisième, c'est, Las Vegas, les Aces de A'ja Wilson face au Seattle Storm de Erika Wheeler.
C'est une blague, entre Matt et moi et Gis sur Erika Wheeler et Britney Sykes, pardon, du côté du Storm. On va en parler un peu tout à l'heure, mais on a une équipe qui pète la forme littéralement, hein. C'est la plus grosse série de victoires d'affilée depuis très longtemps en WNBA. Elles égalent la 2e place du record du nombre de victoires d'affilée, qui était détenu également par le Phoenix Mercury dont on vient de parler. Je crois qu'elles ont 16 ou 17 victoires, je sais plus, 16, hein, je crois. 16 victoires Ouais, d'affilée. je crois que c'est ça, ouais. C'est vraiment très costaud le revirement de situation qui s'est passé du côté de Vegas cette saison après un gros premier tiers de saison très fade, très difficile dans le jeu. On voyait l'équipe se faire cibler, se faire attaquer très méthodiquement par les autres équipes. Moi, j'ai souvenir du Fever qui avait fait vivre un enfer à A'ja Wilson des 2 côtés du terrain. Voilà, j'ai le souvenir de match-up comme ça pour qui vraiment ça se pa pour lesquels, dans lesquels, Vegas avait vraiment souffert, et j'ai aussi le souvenir d'une arrière-garde ou en tout cas de ces postes 1-2-3 qui n'arrivaient pas du tout à trouver la formule du côté des Aces, et puis il y a eu des ajustements faits par le front office avec des recrues très, très bien trouvées. Notamment pour protéger le rebond et agresser un peu plus le rebond offensif, donner un petit peu plus de marge de manœuvre dans la raquette à A'ja Wilson et un petit peu plus de place. Et en fait, on se retrouve avec une équipe qui a totalement performé au plus haut niveau sur la grosse deuxième partie de saison, avec une A'ja Wilson vraiment hallucinante. Mais pour le coup, ça, elle l'a été toute la saison. Et puis surtout, un retour en grâce des postes 1, 2, avec notamment Jackie Young, etc., qui ont commencé vraiment à trouver leur adresse. Et puis en face, on a une équipe qui finalement a fait à peu près l'inverse. Donc un très bon début de saison sur le Storm. Moi, j'ai trouvé que tactiquement, c'était une équipe qui était hyper intéressante, avec beaucoup de pick and roll de très haut niveau joué par Skylar Diggins et Nneka Ogwumike. On avait Gabby Williams qui avait énormément progressé sur toutes les métriques d'usage, de playmaking et de défense. C'est sans doute une des meilleures défenseuses au périmètre de la ligue, en plus d'avoir du playmaking, du shoot à 3 points et du drive. Et puis ensuite, c'est une équipe qui, lentement, s'est un peu effritée, qui s'est un peu perdue, avec notamment une augmentation de mauvaises décisions dans le jeu, notamment du côté du backcourt, avec l'entrée dans le 5 de Erica Wheeler à la place de l'ancienne poste 3 qui du coup est partie à Vegas et dont j'ai oublié le nom. Désolé. Mais du coup, on a eu cette entrée dans le 5 et on a eu vraiment une perte de qualité dans les décisions avec de plus en plus de pull-up, des pull-up en plus dans des zones qui sont pas rémunératrices, sous le fait de Skylar Diggins et de Erica Wheeler. Il y a eu une recrue en Britney Sykes en provenance de Washington qui finalement offensivement est une sorte de double de Erica Wheeler, avec là aussi des décisions qui sont pas très bonnes et peut-être une meilleure qualité de drive, notamment en transition, mais vraiment beaucoup, beaucoup de déchets dans cette équipe de Seattle. C'est une match-up qui est très bizarre, hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est une match-up qui est très bizarre sur le papier, quoi. Ouais, je suis d'accord, je je me gratte la tête parce qu'en plus cette match-up comme je disais tout à l'heure, on la sait que depuis aujourd'hui. Moi je m'étais plus préparé à un Storm, je sais plus qui non je m'en rappelle C'était plus. pas Je me Liberty? rappelle plus qui Storm Liberty? c'était Non, ou Dream? je sais plus qui c'est non, ouais, Dream, voilà. Storm Dream, ouais. Voilà. C'était plus ouais, Ça, j'aurais exactement. bien aimé d'ailleurs. Je m'étais J'aurais bien plus aimé. ouais, 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 pareil, je m'étais plus préparé à ça et c'est vrai que, ouais, c'était Vegas Valkyries et Storm contre le Dream. Je m'étais plus préparé à ça et c'est vrai que ça a changé d'un coup et c'est vrai que c'est assez bizarre dans le sens où, en plus, c'est des équipes qui ont vraiment des trajectoires opposées. D'ailleurs, je me souviens en tout début de saison, WNBA où j'avais fait un thread sur, justement un Vegas, Seattle où vraiment mais Seattle avait, eu l'avantage alors au score évidemment, mais même l'avantage tactique, tu sentais qu'ils posaient plein de problèmes à la défense de Vegas. Il y avait beaucoup de pick and roll avec, enfin de pick and pop même avec, Nneka Ogwumike ce qui, en fait le but c'est ils attaquaient tout simplement, la défense en drop de d'A'ja Wilson
et du coup, vu qu'elle drop, bah, la le contre-move du drop, c'est de faire du pick and pop, comme ça oblige l'intérieur à un choix, et vu que Nega Ogwumike est très forte à 3 points, bah, elles avaient un peu pas mal gagné comme ça va aussi créer des lignes de drive. Pour Gabby Williams, on l'utilisait Ouais. beaucoup en porteuse de balle, en tout cas à ce moment-là. Enfin moi, il y avait vraiment des trucs que j'aimais Ouais, j'avais bien, fait une côté vidéo aussi sur ce Seattle. match. J'avais fait une vidéo aussi sur ce match, je Exact, oui. ouais, c'est un podcast qui s'appelait «Les Aces prennent la tempête», un truc comme ça. Ouais, ouais. Ouais, tout à Ouais, fait, et complètement puis c'est d'accord, vrai ouais. que le n niveau défense de Vegas, bah, c'était pas du tout bon, pardon. Il y avait, je crois, c'était Kiah Stokes, hein, la joueuse qui a été titulaire, à côté de, d'Eja Wilson, et bon, je me souviens que les 2 se faisaient beaucoup cibler. Kiah Stokes, depuis, ne joue plus. C'est Nalissa Smith qui l'a remplacée dans le 5. Ça va quand même un peu mieux, on va dire. Mais c'est pareil, moi, niveau de la défense de Vegas, je suis pas spécialement rassuré, j'ai regardé un peu leur dernier match, mais moi, ça me rassure pas non plus tant que ça. Je vois quand même toujours les mêmes défauts, même s'ils sont peut-être un peu moins présents. Il y a un match qu'elles ont gagné contre Minnesota, mais tu regardes, défensivement, c'était quand même problématique. Il y a souvent des rotations qui sont pas faites. Enfin, il y a beaucoup de joueuses aussi que tu peux Mmh. cibler. Il y a aussi un match, bah, contre le Liberty justement que j'avais regardé. Alors Vegas remporte le match, mais par pas mal de shot making. Il est assez bizarre ce match-là, et aussi par du rebond offensif. Mais en fait, j'ai trouvé que pareil tactiquement, c'était New York pour moi qui avait posé le plus de problèmes, parce que en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de cibles. À Vegas, Jackie Young qui est petite, il y a, bah, on l'a dit, Edja Wilson qui se fait Ouais, souvent, ciblé en tu défense, peux ouais. souvent la cibler en couverture de drop, puis je trouve pas que tu as un premier rideau du côté de Vegas en défense de périmètre qui est excellent. Donc en fait, tu as souvent la défense qui concède des décalages, et en plus je trouve que les rotations, une fois que le décalage est fait, pour faire les X out, c'est après un pick and roll, si on ressort à 3 points, normalement tu as une joueuse qui doit faire des close out. Pour toutes ces choses-là, je trouve que Vegas, c'est pas bon. Donc je trouve qu'en fait la défense me rassure pas plus que ça. Ben, c'est-à-dire que tu Donc as Jewel Lloyd qui fait, 5'11" en taille, donc c'est petit. Tu as Jackie c'est Young ça, qui ouais. fait 6'0", donc c'est à peine un peu plus grand, et tu as Exactement, Chelsea ouais. Gray qui est 5'11" également. Du coup, en fait, les 3 là sur les postes arrière, c'est petit. C'est vraiment petit, quoi, et il y a C'est des ça. équipes en WNBA qui ont déjà des bas courtes relativement grands et relativement athlétiques, et bah, par exemple, typiquement, les Lynx, tu vois? Quand tu as Kayla McBride en face, c'est pas, tu vois? C'est pas évident, quoi, parce que c'est quand même un physique, Kayla McBride. Donc là, c'est évidemment des joueuses qui performent, tu vois? Chelsea Gray, elle a plus de 11 points. Tu as, Jackie Young qui est à 16 points et demi avec des passes et cetera. Jewell Lloyd à 11 points. Donc c'est plutôt un backcourt, qui score, qui marque, qui est capable de créer du jeu, au moins pour elle-même. Mais par contre, en défense, effectivement, tu as beaucoup de cibles, et à l'intérieur, tu as pas une défenseuse vraiment absolument élite sur la protection de cercle. Les stats d'Edja Wilson, au contre, sont un peu trompeuses. On peut pas considérer que vraiment une protectrice de cercle. Elle est plutôt, par contre, très forte sur les aides. Le problème, c'est que, bah, il faut avoir une bonne joueuse en protection de cercle pour pouvoir avoir des aides de très bonne, qualité, quoi, et qui puissent avoir une, radiance sur l'ensemble du terrain. Là, c'est pas vraiment le cas. En fait, on a une joueuse qui contre au dernier moment pour vraiment sauver un peu l'action défensive. Et du coup, Nalissa Smith, là où elle est précieuse, c'est vraiment plutôt sur le rebond, quoi. Le rebond, notamment offensif, où elle est capable de gagner des possessions à son équipe quand il y a un petit peu moins d'adresse. Et je te rejoins sur un truc que tu as dit, c'est le shot making du côté des Aces, qui a été très important dans leur, X victoires d'affilée, sur la deuxième partie de saison. On a presque un très gros échantillon de surchauffe. Donc c'est difficile de dire que c'est une vraie surchauffe, mais je me demande à quel point il y a de la surchauffe, et je voudrais bien voir en playoff ce que ça va donner si cette surchauffe ne se calme pas quand, toute l'équipe va devoir faire des efforts défensifs, et notamment les joueuses qui shootent beaucoup de loin, donc c'est-à-dire, bah, le bas court, quoi. Ouais, bah, c'est Ghislain, hein, Ouais. qui nous en parlait, d'ailleurs on le salue, qui nous disait en fait: «Il y a pas eu de changement d'identité dans cette équipe, c'est vraiment, une équipe qui met ses 3 points contrairement à la première partie de saison». J'ai essayé un peu d'aller voir un peu plus dans le détail, et effectivement, alors je pense qu'en réalité elles étaient en sous-chauffe à 3 points, j'ai pris avant leur série de victoires, donc avant le 12 juillet, elles étaient en sous-chauffe, elles étaient à 32 à 3 points, quelque chose comme ça.
Ce qui, quand tu regardes par rapport, j'ai comparé un peu à l'année dernière, parce qu'on va dire l'effectif a pas tellement changé. Il y a juste Kelsey Plum qui est plus là et c'est June Lloyd qui l'a remplacé. Mais sinon, c'est le même effectif. Et l'année dernière, je crois qu'elle shootait dans la moyenne de WNBA qui est dans les 34%. Donc je pense qu'en première partie de saison, elles ont mal shooté. Par contre, dans la deuxième partie de saison, enfin depuis le 12 juillet, ça monte à 37%. Et en fait, quand tu regardes les zones du terrain, où elles shootent, ça a pas changé, en fait. Elles prennent autant de 3 points, je veux dire, il y a pas un changement, tu vois? Et on pourrait dire, bah, elles prennent plus de 3 points, donc en plus de l'efficacité, il y a aussi le fait d'avoir augmenté la fréquence qui crée ça. Non, je suis allé voir, la fréquence, c'est la même, la fréquence au cercle, c'est la même, enfin toutes les zones du terrain, c'est les mêmes. Et d'ailleurs, il y a un point que je trouve inquiétant quand tu regardes ces stats-là, c'est en fréquence au cercle en attaque, elles sont dernières de WNBA, mais en plus elles sont largement dernières. Elles prennent que 15% de tirs au cercle. Le deuxième pire, qui est Golden State, c'est 19%. Et ensuite, toutes les autres équipes sont à 24, 25%, et ça monte à 34 pour le premier. Mais tu vois, il y a un écart de 10% de fréquence au cercle entre Vegas et le New York Liberty, qui est troisième pire fréquence. Et le Donc je truc, trouve que c'est énorme. ouais, c'est énorme. Et en plus, moi, ce que je trouve énorme, c'est qu'elles ont pas de shooteuses à l'intérieur. Elles ont pas de vraies shooteuses à l'intérieur. Bah, en fait, c'est le plan de jeu, on le voit, c'est en gros, on laisse opérer, A'ja Wilson qui fait ses isolations, ses post-up, ses face-up et cetera et cetera, et en gros, si on crée un maximum d'espace, autour d'elle comme ça, bah, si tu déclenches une prise à 2, tu ressors à 3 points, ça crée un tir ouvert. Et d'ailleurs, quand je suis allé voir, c'est ce que je voulais dire, les zones de tir dans lesquelles elles ont eu leur surchauffe, bah, en fait, c'est dans le corner à 3 points. Quand tu regardes les shoots pris, above the break, ce qu'ils appellent, c'est les shoots qui sont pas dans les corners, donc face au panier ou sur les côtés, dans les ailes. Voilà, sur ces tirs-là, en fait, il y a pas eu de surchauffe, le pourcentage reste le même. Par contre, elles ont mal shooté, en début de saison dans les corners à 3 points. Par contre, là, depuis, bah, le fameux 12 juillet où, il y a eu pas mal de elles ont eu leur énorme série de victoires, bah, là, elles sont à quasiment 40. Je suis allé voir, alors qu'en début de saison, elles étaient aux alentours des 34. Donc c'est vraiment là où il y a cette surchauffe-là. Après, bon, il y a des shooteuses, je pense, qui sont, bonnes. Je pense à Chelsea Gray, Jackie Young. Je pense que ces shooteuses-là, c'est peut-être pas étonnant de les voir, rentrer leurs Ouais. 3 points. Par contre, Jewel Lloyd, j'ai l'impression qu'elle est vraiment en surchauffe. Je crois elle est à quasiment 40 à 3 points, alors que quand tu vas voir ses stats en carrière, c'est quand même largement en dessous. Et puis A'ja Wilson aussi qui shoot, je crois, à 40, alors qu'en plus c'est, on va dire, c'est pas sa zone du terrain où elle excelle. Elle, c'est plus, short Ouais. mi-distance, long mi-distance. D'ailleurs, tu le vois, hein, dans la zone de tir de Vegas, ce qu'ils prennent le plus, c'est des short mi-distance et des longs mi-distance, parce que, bah, c'est A'ja Wilson, en fait, qui est un peu la dépositaire du jeu. Ouais, c'est ça, ouais, absolument. Elle est dépositaire du jeu et elle finit beaucoup d'actions, quoi. Donc effectivement, ouais, beh, c'est ISO, 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 quoi. Alors on parlait du bas-court relativement petit du côté de Vegas, mais en réalité, c'est aussi la même chose du côté du Storm, puisqu'on a donc Erica Wheeler et Skylar Diggins dans le 5, ou alors Brittney Sykes et Skylar Diggins. Et du coup, bah, on a vraiment un bas-court petit, de petite contre petite. Par contre, ça va peut-être se jouer sur le front court. Moi, est-ce que tu penses que si le Storm retrouve la qualité de son pick and roll de début de saison et de son pick and pop pour le coup, est-ce que tu penses qu'elles ont une chance face à ces Aces qui sont lancés, mais vraiment à toute allure après la saison régulière, quoi? Bah, je pense que ça va être un peu la clé, ce côté, en tout cas, je pense qu'il y a des armes, puisqu'on l'a dit, il y a beaucoup de match-up à aller attaquer, hein, côté Vegas. Après, le problème, c'est que, ouais, le début de saison, j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que Seattle, l'attaque, moi, je la trouve très, très compliquée. Le spacing est pas très bon, les joueuses utilisées souvent en attaque, bah, Brittney Sykes, Erica Wheeler, mais surtout Brittney Sykes. C'est vrai qu'ils ont ramené un peu une autre porteuse de balle. Je suis pas sûr qu'elles en avaient vraiment besoin, parce que tu en as déjà beaucoup. Puis enfin, en fait, ça fait très redondant, je trouve. Ça fait très redondant, même si, on est sur des profils un peu différents, parce que Skylar Diggins, c'est quand même plus dans le playmaking, là où Brittney Sachs, c'est vraiment, plutôt du scoring pour elle-même, et surtout de la recherche de lancers francs. Mais le problème, c'est des porteuses de balles qui sont pas très efficaces. Brittney Sachs, elle est largement en dessous de la moyenne, au scoring, en efficacité en tout cas. Erica Wheeler, c'est un peu pareil. C'est beaucoup de régimes de tir en pull-up, c'est pas des joueuses qui vont te créer une synergie collective.
c'est surtout Skylar Diggins-Smith qui peut faire du playmaking, mais c'est pareil, je trouve que Skylar Diggins, elle fait du playmaking, mais je trouve c'est pas une joueuse qui va beaucoup peser sur les défenses. En fait, on a vraiment, je trouve, à faire un profil de meneuse, j'ai envie de dire. Tu sais, comme on disait à l'époque en NBA, les meneurs à l'ancienne, Mmh. là, Ouais, G gestionnaire, ouais. gestionnaire, voilà, je cherchais le mot. J'ai un peu l'impression qu'on est sur une meneuse gestionnaire et je trouve que ça manque un peu de cette étincelle finalement d'une joueuse qui est capable d'être un peu la dépositaire du jeu. On a vu Gabby Williams un peu le faire. Moi, c'est vrai que j'aime bien. Après, le défaut qu'elle a, c'est qu'elle a pas de shoot à 3 points. Donc, déjà, on l'a vu beaucoup en saison régulière. En fait, les équipes, elles passent sous les écrans, tout Ouais. simplement. Comme vu que tu crains pas son pull-up, bah, tu passes sous l'écran. Et avec son drive, du coup, ça crée pas de décalage. Par contre, l'avantage qu'elle a, c'est que même si tu passes sous l'écran et que tu as une petite, bon, tu peux l'attaquer quand même Oui, en 1 contre 1. C'est peut-être parce là qu'elle la est clé. excellente sur drive, donc C'est ça. Moi, en tout cas, j'appuierais beaucoup là-dessus. Par exemple, sur un pick and roll, Gabby Williams et Nneka Ogwumike, je pense qu'il faut appuyer à fond là-dessus, comme ça, bah, ouais, Vegas je qui suis d'accord. défend en Mais même drop avec Ezi McBegor, hein. oui, aussi, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais je pense qu'il faut appuyer là-dessus et Moi, la puis solution Ezi McBegor, Gabby Williams, je pense que c'est une direction que devrait regarder Noelle Quinn. Le problème, c'est que Noelle Quinn, elle regarde pas beaucoup d'ajustements qu'elle pourrait faire depuis le début de la saison et hem mais je pense qu'il y a un truc à faire entre Gabby Williams et Ezi McBegor parce qu'on a 2 joueuses qui sont fortes sur drive. Ezi McBegor, elle est même capable d'initier ses drives de très haut, d'assez loin, de quasiment du coin de la raquette ou même de la zone qui se situe entre la zone à 3 points, entre la ligne à 3 points et le corner de la raquette et en fait, je trouve que ce serait intéressant presque d'avoir un jeu de pick and roll et de pick and roll inversé entre Gabby Williams et Ezi McBegor avec le spacing que te crée Nneka Ogwumike qui shoot, Skylar Diggins qui shoot à peu près et Erica Wheeler qui serait dans le corner opposé pour empêcher l'aide de venir. Donc c'est ce genre de truc que je pense Noelle Quinn devrait essayer face à la défense des Aces parce que je pense que tu peux vraiment mettre A'ja Wilson et n'importe quelle petite d'en face dans la sauce avec ce pick and roll là. Et j'espère qu'elles vont le faire. Moi, c'est une série sur laquelle je vois quand même les Aces gagner, parce qu'elles sont lancées de trop loin et que le Storm, bégaye depuis trop longtemps maintenant. J'ai l'impression que l'accumulation de confiance du côté des Aces, face à l'accumulation inverse de confiance, au trou noir que c'est actuellement la confiance du côté de Seattle, j'ai l'impression que ça va quand même nous donner un pronostic favorable aux Aces. Je voudrais bien avoir le tien. bah, le truc, c'est que c'est vrai que, je pense que le Storm s'il y a un upset, je serais pas non plus totalement étonné que ça arrive parce Mmh. que, bah, pour toutes les raisons qu'on a dit, je trouve on n'a pas parlé de l'autre côté du terrain, mais c'est pareil, côté attaque Vegas et défense Seattle, pour le coup, Seattle est Ouais. vraiment une excellente défense, même si j'ai été un peu des fois, je suis resté un peu sur ma faim dans le sens où, autant au début de saison, je trouvais vraiment que c'était excellent. C'est vrai que par moments, c'est pas que ça l'est plus, mais on va dire c'est irrégulier. Il y a certains matchs, je les ai trouvés un peu, pas très bonnes dans leur rotation et puis il y a des fois, bon, bah, c'était ça comme si ça revenait aussi un peu. Je pense qu'il y a aussi les choix de la coach, qui a fait jouer aussi Oui, certaines clairement. joueuses. Je trouve que Britney Spears a beaucoup, beaucoup de responsabilités, que ce soit en attaque et en défense. Et Ouais, ouais. autant dans la navigation d'écran et défense on ball, je trouve qu'elle est bonne. Par contre, je trouve que certaines rotations off ball, c'est pas très bon. Erica Wheeler, je trouve que c'est pas une excellente défenseuse. D'ailleurs, elle est dans plusieurs matchs, elle s'est souvent fait cibler, mais ça Elle reste se fait cibler et en plus, le problème, c'est qu'elle prend beaucoup de paris, quoi. c'est Elle ça, ouais. prend des paris sur les lignes de passe qui souvent, créent des différences terribles et derrière ça rame pour rattraper, quoi et pourtant tu as une candidate DPOY, en Ezi McBegor, tu as Gabby Williams qui est une excellente défenseuse et Nneka Ogwumike qui est pas non plus, n'importe qui en défense donc tu as du matériel mais je suis d'accord avec toi, ça souffre quand même du côté défensif parfois, C'est quoi. ça, mais par contre, je pense qu'elles ont le matériel vraiment pour gêner Vegas, puisqu'on a dit ça va beaucoup passer par A'ja Wilson. Là, pour le coup, je pense Ouais, que tu de quoi la défendre, même faire, des prises à 2 s'il le faut, mais tu as ouais, Ezi McBegor, Gabby Williams, tu as quand même un front de courte qui est grand, qui sont des bonnes défenseuses. Donc, je pense qu'il y a vraiment une carte à jouer et après aussi de l'autre côté du terrain, pour moi, il va falloir, bah, appuyer sur les bons boutons, appuyer sur les bonnes actions
et puis essayer de créer un spacing décent et c'est-à-dire, puis éviter cette redondance de trop de porteuses de balles et en gros, si tu fais trop jouer en même temps les Erika Wheeler, les Skylar Diggins et Et les Britney et Sykes, ouais. Britney Sykes, c'est là où ça peut poser problème et si tu t'enfermes un peu dans ce jeu d'isolation qu'on a trop vu, je trouve, là, c'est sûr que ça ira côté Vegas, ouais. Ouais, il faut absolument qu'elle retrouve le jeu où il y a du mouvement off-ball, quoi. Parce que c'est vrai que trop souvent, en fait, pour retourner un peu dans la tactique côté Storm, il y a un jeu de pick and roll qui est lancé, mais autour, c'est complètement statique et ça, c'est plus possible, en fait. C'est plus possible parce que les défenses aujourd'hui, en 2025, elles ont largement les armes pour défendre, un pick and roll si tu as pas du mouvement autour et même si tu le cibles et que tu as une qualité de passe à la Skylar Diggins et une qualité de finition à la Nneka Ogwumike, que ce soit en pop ou en roll, ben, tu as forcément une aide qui vient. On l'a dit, A'ja Wilson est plutôt doué en aide. Ça, en fait, il faut bouger autour, il faut créer plus de chaos que juste le chaos créé par le pick and roll depuis, qu'on connaît maintenant depuis, 20 ou 25 ans en NBA et en WNBA et qu'il faut rentabiliser autrement, quoi. Donc il va falloir faire preuve d'inventivité. Moi, personnellement, j'ai pas du tout confiance en Noel Quinn sur cette série. Je mettrais plutôt Vegas, gagnante. Par contre, je suis d'accord, l'upset est totalement possible. Il suffit qu'elle retrouve les habitudes de début de saison et la motivation de début de saison. J'ai l'impression qu'elles l'ont bien perdu et qu'en face, il y a une équipe qui l'a bien trouvé. Mais je pense que c'est l'espoir qu'on peut avoir, quoi. C'est ça et puis le choix vraiment, ça va être le choix de quelle joueuse tu fais jouer. Mmh. Comme, on n'en a pas parlé, mais, elle a beaucoup aussi fait jouer, Dominique Malonga, au début Oui, de saison, elle jouait pas beaucoup. Elle l'a beaucoup fait jouer après, alors, sûrement pour, je pense qu'ils veulent aussi la développer, hein, ce qui est un peu logique. Le problème, c'est que oui. l'objectif du Storm, c'est quand même au début de saison, elles étaient considérées comme contenders. Donc c'est vrai que quand tu as une jeune comme ça et qu'à la fois tu es à développer, mais que tu es contender, c'est souvent compliqué. Mais c'est surtout que le problème, je trouve qu'elle a été énormément ciblée en défense, Dominique Malonga. Oui, en défense, elle est pas là encore, Donc, hein. Elle le elle elle est truc, c'est pas que elle est pas là. si tu la fais trop jouer aussi dans cette match-up-là, ça peut te poser, des problèmes. Donc, pour moi, elles ont les cartes en main, en fait, pour vraiment, je pense, prendre cette série. Le problème, c'est que, va falloir faire, les bons choix, dès le départ. Ouais, je suis d'accord avec toi, je te rejoins là-dessus. Mais tu mets qui, du coup? Tu mets les Aces ou tu mets le Je Storm? vais je vais mettre le Storm. Allez, on va attendre, je vais mettre le petit Allez! upset. Allez, allez, upset du Storm face aux Aces, ça va être terrible. Parce que si A'ja Wilson prend le MVP et derrière perd au premier tour face au Storm qui a vécu une saison, au moins une moitié de saison, voire les 2 tiers de saison catastrophique, là, on va lire des beaux articles et enregistrer des bons podcasts. On passe à la dernière série, Matt, c'est la série qui concerne le Dream et qui va les faire s'affronter, avec le Fever. Atlanta Dream versus Indiana Fever. Hem, c'est des équipes qui ont eu des destins dans cette saison très, très différents. Moi, le Dream m'a beaucoup impressionné parce que pour moi, c'est le deuxième rouleau compresseur de la saison derrière les Lynx. C'est une équipe qui, comme les Lynx, caracole en tête des métriques, collectives. Soit elles sont premières, soit elles sont deuxièmes, soit elles sont troisièmes, mais ça descend pas plus bas. Que ce soit le rebond, la défense, l'attaque et cetera, le 3 points, le volume, ce que vous voulez, l'adresse, ce que vous voulez, vraiment, elles sont tout le temps très haut et c'est une équipe qui n'a jamais semblé douter de son pouvoir et de ses capacités, de ses compétences, pendant toute la saison. Elles ont eu une régularité vraiment, vraiment très, très bonne. C'est une équipe aussi qui est passée un peu sous les radars, mais c'est peut-être aussi une équipe qui, parce qu'elle est passée sous les radars, on aurait peut-être tendance à la surcoter parce qu'il y a eu une vraie réussite sur la saison régulière, mais qu'est-ce que ça va donner dans l'adversité des playoffs? Ceci étant, elles ont en face d'elles une équipe qui a vécu une saison très difficile, notamment parce qu'il y a eu beaucoup de blessures et parce que dans ces blessures-là, il y a l'absence majeure et définitive cette saison d'un des plus gros talents de la ligue à son poste, qui est Caitlin Clark. Et l'absence de Caitlin Clark au sein de l'Indiana Fever, c'est peut-être la grande porte ouverte pour le Dream sur ce premier tour, qui, à mon avis, s'il y avait eu Caitlin Clark, aurait eu une match-up beaucoup, beaucoup plus difficile. Je sais pas ce que tu en penses? Ouais, c'est sûr que je pense que ça change énormément de choses. Alors après, ça fait un moment quand même qu'elle joue sans, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ces 2 équipes en plus, du coup, vu que le Fever va être sans Clark, j'ai l'impression qu'il va manquer un peu, pour ces 2 équipes
Bah, comme on l'a dit pour d'autres, hein, pour Golden State, pour ces équipes-là, bah, il va te manquer un peu la dépositaire du jeu, quoi. Ça manque, je trouve, d'une créatrice élite. Alors le Fever, là, normalement, Caitlin Clark, maintenant qu'elle est plus là, bah, ça va être beaucoup plus compliqué, même si on y reviendra, je pense, un peu après, mais j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait le coaching staff du Fever quand j'ai regardé les matchs, où il s'appuie pas mal sur Aliyah Sur Boston. Boston? Ouais, Ouais. sur le jeu de passe son jeu de passe, quelques pick and roll inversés. Pareil, je trouve, coaching très intelligent, on cible les bonnes match-up, on joue avec la géométrie du terrain, on fait des pick and roll avec un corner vide, on fait exprès de mettre une petite sur un corner, comme ça, c'est une petite adverse qui est obligée de venir aider au panier, ce qui fait que, bah, elle n'affecte pas le jeu au cercle, donc tous ces petits Ouais et puis trucs-là il y a beaucoup de coupes à 45 degrés sur ouais, les ailières, exactement. des ailières qui sont rapides, notamment Sophie Cunningham et Lexie Hull qui coupent à 45 et du coup, tu as l'aide de la petite, mais la petite est trop petite pour Lexie Hull et pour, Sophie Cunningham, donc c'est vrai, ouais, c'est un jeu très intelligent. J'avais beaucoup, beaucoup aimé les dispositions tactiques du Fever en début de saison et comme toi, je te rejoins sur Aliyah Boston et sa responsabilisation, à la création ou en tout cas à la décision. Parce que parfois, c'est pas elle qui crée, mais c'est elle qui prend la décision de la dernière passe ou de l'avant-dernière passe. J'ai trouvé ça intéressant. Est-ce que tu penses que ça peut suffire face à la défense du Dream qui est vraiment, pour le coup, très, très bien organisée, quoi? Bah, c'est un peu le problème parce qu'en plus, je trouve que le Dream, en fait, c'est une défense ultra elles sont grandes, en fait. Elles sont toutes grandes dans cette équipe. Il y a pas là, pour le coup, il y a pas grand-chose à cibler si ce n'est, Jordan Canada, ouais. tu peux cibler les grandes sur pick and roll dans le sens où, tu peux cibler la défense de drop. Ça pourrait être, par exemple, avec Kelsey Mitchell, si, du coup, Brittney Griner ou Breonna Jones défend en drop, ça va forcément t'ouvrir la poche de pull-up. Elles peuvent s'appuyer là-dessus, mais c'est vrai que le seul problème de ça, c'est que tu as des bonnes, navigatrices d'écran, que ce soit Rhyne Howard, Alicia Gray, enfin, je trouve que là, pour le coup, tu as vraiment une très, très forte défense de périmètre. Donc même si, l'équipe joue en drop, ça risque d'être problématique et puis c'est pas non plus, je veux dire, Kelsey Mitchell, beaucoup une joueuse, c'est plus une finisseuse, j'ai l'impression, une très, très bonne finisseuse qui peut se créer son propre tir, mais on va dire, elle a pas le côté playmaking et c'est peut-être ce Non, pas qui totalement, en tout cas. c'est ça et je pense que ça risque peut-être de manquer, même si, je pense qu'il y a peut-être une carte à jouer avec Aliyah Boston où, comme on l'a dit tout à l'heure, vu si, elle porte énormément la balle comme on l'a vu sur pas mal de matchs, ça va sortir aussi la protectrice, pardon, de cercle adverse de la raquette. Par contre, tu as ce problème pour moi, les Rhyne Howard, tout ça, sont bonnes en protection de cercle, donc même s'il y a plus la grande qui est là pour protéger le cercle, tu as quand même suffisamment de polyvalence pour pallier à ça. Donc c'est vrai que ça va être compliqué je pense l'attaque du Fever, mais on peut dire aussi pareil de l'autre côté où je trouve qu'il y a pas, ça manque aussi d'une très forte créatrice de jeu, en fait. C'est Oui, beaucoup ça manque d'une très forte créatrice pour les autres. ouais, Parce qu'Alicia Gray est capable largement de créer pour elle-même. Ça a été d'ailleurs, sur les postes de petite, une des toutes meilleures de la saison, avec peut-être, Kelsey Plum. Mais effectivement, ça manque, d'une meneuse, passeuse, dépositaire et cetera, qui est capable de créer pour les autres et en plus de mettre ses points à elle. Mais j'ai plus l'impression que ça va peut-être se jouer à l'adresse de Rhyne Howard, à l'adresse des autres extérieurs, sauf Alisha Gray, donc bah, Jordan Canada, Teina Paopao et cetera et il y a peut-être une guerre aussi qui va se jouer au rebond parce qu'on a quand même, des match-up là sur le rebond entre A'ja Boston d'un côté et ensuite, Brittney Griner et Breonna Jones de l'autre. J'ai l'impression que là, ça va vraiment être costaud et que ça peut s'engager dans une guerre de possession. Je sais pas ce que tu en penses? oui, bah, en plus, je trouve que ça dépend énormément du shot making, hein, bah, moi, je me souviens même d'un match où le Dream, c'était, bah, contre le Storm, où clairement, bah, elle remporte le match parce que, Rhyne Howard, rentre tous ses pull-ups à 3 points. Et c'est ça le Dream, pardon, joue beaucoup là-dessus. C'est une des équipes qui prend le plus de 3 points de WNBA. Je pense que c'est pas pour rien aussi qu'elle joue comme ça, vu que je pense que le coach s'est dit: «On n'a pas il me manque de toute façon une bonne playmakeuse, bah, je vais faire prendre à mes joueuses le plus de shoot à 3 points». Le problème, c'est que Rhyne Howard a pas j'ai plus son adresse en face, mais je crois qu'elle est en dessous de la moyenne, hein, à 3 points. Elle est en dessous des 30 je crois, même. Ouais, donc C'est vraiment mais par contre, très gros volume, quoi.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Elle a un très gros volume. Malheureusement, on n'a pas les stats comme en NBA qui différencient pull-up et catch and shoot, mais je pense que si tu regardes un peu le pourcentage, je pense qu'il y a énormément de pull-up. En tout cas, moi, des Ouais, matchs que ouais. j'ai vus, il y en Oui, a il y a du beaucoup. déchet, quoi. Elle prend pas des shoots propres. C'est ça, et j'ai vu une stat passer, d'un compte Twitter qui a partagé, en fait, Rhyne Howard joue c'est la joueuse qui joue le plus d'isolation par match, de WNBA. Malheureusement, nous, on n'a pas accès à ces stats-là, mais quelqu'un avait partagé la stat, je me souviens, et le percentile était pas très bon, on était en dessous de la moyenne, mais c'est pour dire qu'en fait, on s'appuie beaucoup sur cette joueuse-là pour, essayer de créer du jeu, et c'est vrai que bah, il y a des matchs, où tu vois des équipes un peu faire un game plan contre elle, c'est-à-dire, bah, faire des couvertures un peu plus agressives. En fait, la faire au lieu de la faire scorer, tu vas la forcer à faire des passes et tu sens que c'est pas son point fort. J'ai trouvé qu'elle avait un peu une vision tunnel, elle a pas un handle très Oui. bon, ce qui fait que, bah, c'est un peu ça qui fait peur, c'est qui va prendre un peu ce rôle-là? Je vois pas grand monde. Comme tu as dit, il y a Alisha Gray, mais Alisha Gray, j'ai plus l'impression qu'on est dans le profil, très forte scoreuse pour elle-même, mais c'est pas il y a aucune joueuse, en fait, que je trouve qui a un énorme playmaking. Là où elle pourrait jouer aussi, c'est, le post-up, parce qu'il y a beaucoup de matchs où c'était soit souvent isolation Rhino Ward, où on joue sur le pull-up, d'Alisha Gray et cetera, ou alors c'est, on fait du post-up avec nos grandes, soit Ouais, avec, Griner, soit avec, Breonna Jones, mais c'était souvent fait avec Griner. Quand elle était sur ouais. le terrain, tu la fais jouer au post-up, ça attire une prise à 2 et tu essaies de créer du jeu comme ça. Le problème, c'est que c'est pareil, je trouve que c'est Brittney Griner, on n'est pas sur un profil très bonne passeuse de post-up, donc des fois, pour faire les lectures, tu sais, quand on voit une prise à 2, c'est voilà, je trouve pas en fait, il y a pas vraiment une go to action, j'ai envie de dire, du Dream qui me ferait dire: «Ah ouais, là, elles peuvent vraiment créer du jeu». Est-ce que tu les vois quand même passer sur le Fever ou tu penses que le Fever peut faire un upset? Moi, je pense que, franchement, c'est 50-50, hein, sur cette c'est le Ah ouais, Fever peut vraiment carrément? faire un upset. Bah, Bah, moi, je vois un deux franchement, zéro Dream, hein. Moi, je vois un 2-0 ah Dream ouais? parce que je pense que Indiana a pas la force pour aller chercher cette équipe du Dream. Par contre, je pense que le Dream va s'arrêter après au tour suivant et prendre une raclée, je pense. Et pour moi, c'est la série la plus faible, hein, de ce premier tour. Hem, je pense que ça va pas être inintéressant tactiquement parce qu'il y a des gens qui savent coacher là. Hem, mais je pense qu'il y a pas les outils, du côté du Fever. Je pense qu'il manque vraiment. Je pense que le playmaking secondaire de Aliyah Boston ne va pas suffire à débloquer, l'attaque, du Fever face à la très bonne défense de cercle et à la très bonne défense extérieure du Dream, quoi. Je pense que la défense du Dream va empêcher Indiana de dérouler son jeu, quoi. Je pense que c'est ce que j'étais en train de réfléchir. Je pense de toute façon, ça va se jouer sur les défenses. Je pense que ça va se jouer Je sur les pense défenses. aussi, ouais. Peut-être effectivement que le Dream, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a tellement de polyvalence que c'est vrai que ça va être compliqué de créer du jeu pour le Fever. Après, c'est Ouais, vrai que parce que tu as pas de créatrice de chaos, quoi. Sans Caitlin non, Clark, tu as pas quelqu'un qui est capable de mettre du chaos, ne serait-ce que, sur Ryan Howard ou Alisha Gray, tu vois? c'est un peu le problème. Le problème, c'est que tu t'aurais des par contre, je vois par contre un jeu, offensif qui me plaît plus, côté Fever. Où elles peuvent s'appuyer, c'est-à-dire comme j'ai dit, pick and roll inversé, le jeu avec Aliyah Il y a Boston. Boston, ouais. Mais le problème, c'est qu'en face, tu n'as pas de cible. Enfin, je vois pas que ce soit on ball, Bah, off c'est ball. ça, quoi. Même si tu fais sortir les grandes de la raquette, je pense que tu as suffisamment de fortes défenseuses pour malgré tout protéger le cercle. Ouais, c'est vrai que je te rejoins. Après, je pense pas que ce sera non plus une série, pas serrée. Parce que en fait, il y a l'adresse, quoi. Je pense que ça va se jouer aussi sur beaucoup d'adresses à 3 points parce que c'est un peu l'identité aussi du Dream, tu vois? Il suffit que le Ouais, oui, Dream c'est ne vrai, c'est rentre vrai, c'est rien vrai. non plus, ça peut aussi faire pencher la balance, quoi. Oui, puis il y a des shooteuses en face, hein. Il y a des shooteuses en face, il y a pas de créatrice, mais ça shoot en face, tu vois? Il y a quand même du shot making, quoi. Ouais, Donc toi, tu dis ouais, 2-1 Dream, je quoi? ouais, je vais dire 2-1 Dream. Ouais, OK. Bon, je te rejoins 2-1 Dream, aussi, je suis un peu là-dessus. Parce que je pense que le Fever peut avoir une surchauffe et que le Dream peut avoir une sous-chauffe. Mais bon, ça c'est c'est une série qui va être intéressante pour les amateurs de défense. Moi, c'est mon cas, j'ai hâte de regarder ça, j'ai hâte de voir comment le Dream s'organise. Parce que je pense que c'est une équipe qui est pas complètement, inconsciente, qui sait qu'en attaque, il y a des limitations au playmaking. Mais par contre, je pense que c'est une équipe qui sait sur quoi s'appuyer
et qui construit sa confiance sur la défense. Donc j'ai hâte de voir cette première série parce que ça peut déterminer la suite. Je suis pas certain qu'elle passe en second tour, mais je voudrais d'ailleurs, je sais pas qui elles affronteraient au second tour, sans doute le Storm ou les Ou Aces. Vegas. Ouais. Ouais, c'est Ouais, ça. ce Mais serait ça peut ah, être intéressant. Ah, ça peut ça être peut être on en intéressant. reparlera, on en Ouais. reparlera, Mais on en en plus, reparlera. Est-ce que je regarde aussi, il y a peut-être un truc côté Fever, c'est, la profondeur aussi, parce qu'elles ont énormément de ouais, blessés. c'est vrai. C'est vrai que quand je regarde un peu l'effectif, il est léger, hein. Il est léger, c'est vrai à part le 5 majeur, tu as quand même, je trouve, Bah, tu es en vite à la termes de 7e joueuse banc qui est trop faible, quoi. ouais, c'est ça. Alors côté Dream, je préfère la profondeur qu'elles ont quand même. Bah, tu as Parce que, qui sort du banc, côté bah, tu as Dream? Tu as Greiner quand même qui sort du banc, c'est ça et tu as Teina Paopao. ouais, exactement Ah et déjà, cette doublette, déjà, tu as de l'adresse à 3 points, de la protection de cercle. c'est ça, c'est C'est ça. beaucoup, Donc quoi. C'est beaucoup il y d'atouts, a hein. plus de ouais, il y a plus de profondeur quand même côté Dream et c'est un point qui est important en play-off. Ouais, je pense. Est-ce qu'on a oublié de parler quelque chose, cher Matt, sur l'une de ces, match-up? Sur le Lynx Bah, Valkyries, écoute, Phoenix Mercury Liberty, Aces Storm, non, Dream, Fever? Moi, je pense qu'on a fait le tour, hein. je pense qu'on a fait le tour, ouais. Eh bien, magnifique. On se reparle, au second tour, Matt. Tu donc pour résumer, Lynx, ensuite on voit, toi tu vois le Liberty? Non, tu vois le Mercury Non, comme j'ai moi, dit hein? Ouais, Phoenix tu vois le finalement, ouais. Mercury à l'avantage du terrain. Ensuite, toi tu vois le Storm, moi je vois les Ouais, j'ai parié Aces. sur le Storm. Ça c'est beau, ça c'est beau et donc le Dream ensuite, donc ça nous donnerait un second tour, Storm ou Aces contre Dream et Mercury contre Lynx. Ben, on se revoit, quand les match-ups sont terminés, quand les séries, le premier tour est terminé. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cet épisode 20 de W. Merci beaucoup Matt, de m'avoir prêté, ton savoir pendant quasiment 1 heure et demie de podcast. J'ai déjà hâte de rediscuter du second tour avec toi et puis, d'ici là, ben, bon match, hein, profite bien. Bah, ouais, bah, merci en tout cas, c'était super. Je mets évidemment l'adresse de ta chaîne en description. Je vous invite à aller le découvrir. Ilmatic, vous allez retrouver des débriefs, notamment tactiques, sur la NBA et sur la WNBA. Il fait également des threads sur Twitter, actif sur tout ce qui est basket. N'hésitez surtout pas à suivre mon camarade Matt. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, l'épisode 21 de W. Ciao.